Alors l'archéologie littorale en Bretagne est un sujet qui est depuis toujours un sujet d'étude majeur dans notre région, pour deux raisons évidentes. La première, bien sûr, c'est la longueur du trait de côte de notre région. Alors vous voyez là sur l'image qu'il y a deux méthodes de calcul et donc deux résultats. On n'a pas pu opter pour l'une ou pour l'autre, ne travaillant ni à l'IGN ni au BRGM. Mais vous voyez dans les deux cas qu'elle est quand même très importante. La deuxième raison sur l'importance de l'archéologie littorale, c'est bien entendu l'implantation humaine ancienne et dense sur les côtes, et notamment en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles et l'accès aux voies maritimes. Donc les sites côtiers sont des clés de compréhension majeures pour l'implantation humaine, que ce soit sur la côte comme bien sûr à l'intérieur des terres. Alors donc, ces mouvements humains, alors je me suis trompé. Donc les mouvements humains, qu'ils soient liés aux échanges, aux migrations ou aux épisodes d'invasion, se font en effet de toute façon très souvent par la mer. Les sites archéologiques littoraux, toutefois, restent des sites extrêmement difficiles à interpréter et à lire. Et cette difficulté, en fait, qu'éprouvent déjà les archéologues à étudier les sites des sites en partie immergés ou soumis au régime des marées, est confrontée à une augmentation des phénomènes d'érosion et l'accélération et d'accrétion littorale qui sont en lien direct avec les changements climatiques. Les côtes bretonnes sont déjà naturellement soumises à des événements intenses que sont les marées, avec des marnages extrêmement importants. En baie du Mont-Saint-Michel, on atteint 14 mètres. En golfe du Morbihan, là où c'est le moins important, c'est quand même 3,30 mètres. Les houles également sont extrêmement importantes, puisqu'on atteint 5 mètres de hauteur parfois, et ce, dans des régimes normaux. Donc ces phénomènes sont amplifiés de façon significative lors des tempêtes. Et donc le régime, vous voyez sur cette carte, affecte tout type de côte et donc accélère l'érosion littorale. Vous voyez donc ici que sur l'ensemble du trait de côte, 397 km sont considérés en érosion, soit 13,6% du linéaire. Et ça affecte aussi bien les côtes de type falaise meuble ou falaise rocheuse, que les côtes de type accumulation, que sont les plages de sable et de galets. Donc les changements climatiques globaux ont un effet bien sûr immédiat et majeur sur le régime météorologique breton notamment, qui provoque une plus grande fréquence des épisodes de tempête, accompagnée d'une augmentation surtout de leur intensité. Donc une augmentation des vents et une augmentation de la houle notamment. En revanche, on ne note pas spécifiquement une augmentation majeure de la pluviométrie sur les côtes. Par ailleurs, même s'il pleut tout le temps en Bretagne depuis 1 an, on est d'accord. Par ailleurs, les tempêtes sont aussi plus étalées dans l'année et ne se cantonnent plus seulement à l'automne et à l'hiver. Donc, à tout cela s'ajoute une pression foncière très importante sur la côte bretonne. À elles seules, les communes bretonnes concentrent 36,7% de la population régionale pour une densité qui atteint 239 habitants au kilomètre carré, soit 2 fois plus que la moyenne régionale ou nationale. Toutefois, il faut noter un très léger ralentissement démographique et un vieillissement plus rapide de la population qui va peut-être à terme ralentir l'effet de l'urbanisation, mais pour l'instant, la tendance est bien à l'aménagement, on va dire, quasiment outrancier. L'érosion littorale est donc un enjeu au regard de cette importante densité démographique. Et dans ce contexte, des aménagements spécifiques pour protéger ces zones construites sont implantés. On voit ici les trois aménagements typiques que sont les enrochements sur la gauche de l'image, les pieux brise-lames au centre et les éperons, qui ont souvent en fait un effet néfaste et qui modifient sensiblement la géomorphologie côtière dans certains secteurs, où on peut notamment observer des accumulations de sédiments et de sable, et par ailleurs, dans d'autres secteurs, une disparition de ces sédiments.
Les effets des phénomènes météorologiques sont en augmentation du fait de la conjonction des facteurs que je viens de citer. Donc plus grande fréquence et plus grande saisonnalité des tempêtes, augmentation de leur intensité et donc accroissement des modifications anthropiques du littoral. Ça donne, vous voyez, sur cette diapositive, en comparant 4 tempêtes ou 4 phénomènes météorologiques de dimensions équivalentes au cours du XXe siècle, vous voyez que, en fait, à partir de 2008, on fait face à un accroissement majeur des impacts de ces tempêtes sur les zones littorales. Donc concrètement, le recul du trait de côte provoque en de nombreux points la disparition de la couverture sédimentaire. Et donc, pour ce qui est du patrimoine archéologique, les conséquences sont, vous en doutez, désastreuses. Vous avez ici, sur l'image de droite, l'exemple de mur d'une fabrique gallo-romaine de garum dans la baie des Trépassés, à Cléden-Cap-Sizun, qui d'année en année disparaît, s'effondrant sur la grève, et donc elle est bien entendu vouée à la disparition définitive. À terme, cette remontée du niveau marin accompagne et amplifie le phénomène. Ceci dit, le trait de côte a largement reculé depuis la préhistoire. On voit ici sur la carte l'aspect du littoral à l'époque néolithique. Mais de nos jours, la remontée de la mer est à présent plus rapide et affecte de façon tangible le nombre de sites déjà fragilisés. Donc on peut déjà considérer énormément de sites mégalithiques connus, notamment en Morbihan, comme relevant finalement de l'archéologie sous-marine et donc de la compétence du drasme. Vous avez ici le cercle de pierre que vous voyez bien là, de l'îlot Erlanic dans le golfe du Morbihan, et dont vous avez ici l'ancien trait côtier. Sur l'image de droite, vous avez un alignement de menhirs, également dans le golfe du Morbihan, à la Trinité-sur-Mer, qui est désormais un site complètement marin. Donc localement, et à plus grande échelle, les populations et les acteurs locaux sont témoins de ces états de fait et s'en émeuvent. Et donc ils placent les services territoriaux en première ligne pour tenter d'apporter une réponse dans l'immédiateté. Jusqu'à présent, les interventions sont le plus souvent improvisées, en l'absence de tout cadre réglementaire défini pour ce type d'intervention. Les services de collectivité agissent donc dans l'urgence pour sauver les données autant que possible. Là, on peut revenir sur la notion de sauvegarde par l'étude, ce qui vient d'être abordé. Et souvent, malheureusement, entre deux marées, en ce qui nous concerne. Ils s'entourent pour cela des acteurs locaux dans l'urgence, donc, que sont les agents communaux, les gestionnaires de sites naturels, les bénévoles, le personnel associatif, etc. Et bien entendu, quand c'est possible, dans l'urgence, avec les archéologues institutionnels. Alors, qui nous appelle et pourquoi? C'est souvent la population, en fait. On est des services assez anciens, assez bien identifiés par la population. Et souvent, c'est eux qui nous préviennent. Donc, ils vont se balader le dimanche sur la plage près de chez eux. Et puis, après des tempêtes, on a énormément d'appels la semaine d'après. Ça peut être aussi des prospecteurs ou des archéologues qui mènent tout un réseau, toute une veille. On a aussi les gestionnaires du littoral lors de leur vérification sur le terrain. Maintenant, ils nous connaissent bien, donc ils savent où nous trouver aussi. Et puis, il y a le cas de la gendarmerie aussi. On travaille de plus en plus avec la gendarmerie pour le cas des ossements humains conservés dans les dunes. Parce qu'on a très peu d'ossements en Bretagne, les sols sont trop acides. Donc, quand il y a des squelettes, c'est essentiellement dans les dunes. Alors, on vous a mis quelques exemples des interventions qui ont eu lieu ces dernières années. Ça peut être du mobilier, par exemple, découvert sur l'estran après tempête. Ici, on peut voir dans le rond rouge, c'est un dépôt de céramique du bronze moyen qui a été découvert suite à la tempête Kiran en 2023 par un promeneur. Donc c'est un découvreur qu'ensuite on a formé pour devenir prospecteur officiel, parce qu'il y passe du temps et il gérait bien en informatique. Donc voilà, maintenant, hop, on l'a mis dans le circuit. Là, c'est un autre cas où on est intervenu pour le drasme sur une urne funéraire antique qui a été découverte par un promeneur suite aux grandes marées en 2022 dans le Finistère. Donc là où on a pu faire un prélèvement et une étude conjointe entre nos deux services bretons et pour le drasme en fait. C'est le drasme qui nous a demandé d'intervenir pour eux parce qu'ils sont loin en fait géographiquement.
Ici, un autre exemple, c'est un dépôt d'objets de l'âge du bronze final qui a été découvert après des tempêtes, dans le Finistère aussi, sur plusieurs années, donc par un monsieur qui se promenait et il n'avait pas trop compris l'importance du site. Et on l'a rencontré une fois, il nous a montré ça et nous, on a pu faire une prospection thématique pour vérifier ces découvertes. On a aussi des vestiges, donc là on a vu du mobilier, mais on a plus des vestiges. Ici, par exemple, c'est une sépulture en coffre avec un cairn de l'âge du bronze qui est apparu après une tempête en 2016. Donc là, il y avait les ossements qui dégueulaient sur la plage, donc on a essayé d'aller assez vite par rapport à la population. Et on a fait donc un sondage programmé d'urgence, dont on parlait tout à l'heure, programmé d'urgence. Ici, c'est un site qui est bien connu, un site de l'âge du bronze à Santec-Rorkrum. C'est une grande nécropole de l'âge du bronze. Il y avait un petit bout qui avait été fouillé, mais on voit qu'à chaque fois, en fait, dès qu'il y a des grandes marées, on voit un coffre là qui tombe dans la mer. Et donc, à chaque grande marée, ça tombe un peu plus. Donc, en gros, des vestiges divers qui apparaissent aussi parfois sur le sable, comme on peut voir ici. On a aussi le cas, donc ce que je disais, des interventions près de la gendarmerie, où on va comme expertise. Est-ce que c'est de l'affaire criminelle ou archéologie? Donc souvent, eux, ils déterminent est-ce que c'est plus de 75 ans. Si c'est plus de 75 ans, ils nous appellent et nous, on y va pour eux. Alors souvent, on nous parle d'alerte aussi. C'est un projet dont vous avez peut-être entendu parler, lancé par le CNRS, le MR 65-66 de Rennes. Donc c'est un projet participatif qui a de nombreux atouts. Donc il y a un inventaire en ligne, les gens peuvent remplir en ligne, un promeneur peut écrire ce qu'il a trouvé et emmener en ligne, avec des rapports et une grande visibilité auprès du public. Par contre, les moyens financiers derrière sont très limités, et puis surtout, ils ont une difficulté de mener des opérations de terrain, parce que donc c'est surtout un inventaire, mais ils ne peuvent pas se déplacer partout. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une diversité d'acteurs, mais une coordination qui est nécessaire, et de se poser la question aussi du DRASM. On a ce problème des limites géographiques. Quand c'est en zone parcellaire, la DRAC, quand c'est les plus hautes marées, le DRASM, et puis des fois, on a une petite zone entre les deux, voilà, qui est un peu un no man's land. Donc au regard des enjeux de vulnérabilité là, qu'on vient d'évoquer, et puis face à une attente sociale légitime, à commencer par celle de la communauté archéologique, une concertation globale et surtout interdisciplinaire est forcément nécessaire pour pouvoir mettre en place toute une série de protocoles et d'outils sur ce domaine-là. Donc généralement, on rencontre, comme vous aurez compris, deux cas de figure. Celui qui relève en fait d'une urgence, qui relève plutôt en fait d'une démarche de sauvetage, et également celui d'une anticipation, qui permet cette fois-ci une programmation, avec toujours en fait ces trois axes, à la fois donc la prospective. Donc ici vous avez une carte avec les zones qui pourraient être menacées si jamais la marée s'élevait de plus d'1,50 m, enfin au moins la marée haute. Des cas de figure d'urgence. Donc, par exemple, ça c'est l'hiver dernier sur les sites des Pierres Plates dans le Morbihan. Les deux flèches, ce sont deux sites mégalithiques qui sont actuellement dans la candidature UNESCO des mégalithes du sud Morbihan. Donc c'est un vrai enjeu pour nous. Ou des éléments liés à l'anticipation. Et là, je vous montre une villa gallo-romaine. Et si vous regardez le plan qui date de 1837, on était déjà sur des problématiques d'érosion littorale. Donc aujourd'hui, notre philosophie, on vous l'a résumée de manière assez simple, puisque on ne peut pas forcément accuser les phénomènes naturels qui sont les principales causes de dégradation. Ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on subit. On ne peut pas tout sauver. Ça, de toute façon, ça ne sera pas possible. On ne bétonnera pas le littoral. Donc ça fait un petit moment qu'on a abandonné cette idée. Vous comprendrez pourquoi. Et puis surtout, on ne peut pas faire payer la mer, le sable, le vent en tant que casseur-payeur, tel qu'effectivement on a pu voir dans l'émergence de l'archéologie préventive. Donc les principes qu'on a adoptés aujourd'hui, c'était, comme on vous l'a dit, de documenter les sites avant leur disparition, un peu à l'instar de l'archéologie préventive, où finalement l'archéologie littorale n'appartient pas encore à ce domaine. C'était aussi pour nous, en tant que service de collectivité, de s'intégrer dans une démarche plus globale, par exemple, d'aménagement, notamment le fameux SRADET, ou de travailler au niveau de nos collectivités dans les enjeux de développement durable que l'on peut rencontrer, et aussi contribuer au développement des territoires. Donc ça, c'est notre casquette ingénierie culturelle, avec toute une série d'outils, le CRMA, GEMAPI, qui travaillent sur ces problématiques d'aménagement qui sont liées à l'eau, que ce soit les rivières ou encore le littoral. Alors les facettes de l'archéologie du littoral, elles sont assez simples. On retrouve la même chose que pour l'archéologie terrestre, avec ces trois grands domaines, prospection, inventaire, intervention et sondage d'urgence, qui pour nous effectivement est la partie la plus cruciale, et la partie recherche.
Vous aurez compris qu'on est sur une saisonnalité plutôt hivernale, qui sont liées à la fois tempête et marée, et que nos créneaux d'intervention sont à la fois courts. Parfois, c'est juste entre deux marées, donc c'est quelques heures de possibilité d'intervention. Et pour cela, on n'a pas toujours le budget qui est nécessaire, puisque c'est un domaine qui ne relève pas forcément de l'archéologie préventive. Et de la même manière, en fait, on a des problématiques de temps administratif si on voulait encadrer ces types d'opérations, puisque ça relève finalement d'aucun véritable cadre, sans compter les problématiques sur l'estran. Le littoral, c'est très beau, mais on est obligé d'avoir des méthodologies très spécifiques. Donc, si on reprend l'aspect de la recherche, aujourd'hui, l'archéologie du littoral, c'est un axe à part entière de la recherche archéologique, a fortiori dans des régions comme les nôtres. Et donc là, on a vraiment un rôle joué par les acteurs de la recherche. Donc, au niveau national, aujourd'hui, c'est un axe de la nouvelle programmation nationale, donc c'est important pour nous. Et au niveau régional, bien entendu, ça fait déjà de très nombreuses années que de nombreux acteurs travaillent. On n'a pas forcément attendu ces problématiques-là pour s'y investir, avec des problématiques qui sont tout à fait classiques, qui relèvent à la fois du domaine des archéosciences, mais aussi du domaine des géosciences, ou encore de la biologie. Donc finalement, les archéologues ne sont pas seuls à intervenir. Et dans ce domaine-là, on peut avoir un rôle partagé avec tous les acteurs que Muriel a déjà cités. Mais on est surtout là sur des opérations dites programmées. Et encore, le terme programmé, c'est sur des sites dont on connaît l'érosion en fait, à moyen terme. Ce sont en gros ceux qui ne disparaîtront pas avec les prochaines, par exemple, tempêtes de cet hiver. Donc aujourd'hui, on a au sein des acteurs une vraie volonté partagée, alors en particulier les services de collectivité et l'État, et on essaie de développer toute une série d'outils, à commencer par le service régional de l'archéologie qui aujourd'hui réfléchit avec d'autres régions et interrégions sur une politique générale. Parce que l'autre question, c'est par rapport à tous ces milliers de kilomètres de traits de côte, où est-ce qu'on doit intervenir? Parce qu'effectivement, on n'est pas nombreux et on ne peut pas intervenir partout. Et c'est la raison pour laquelle vient d'être déclenchée une prospection inventaire diachronique sur une bande littorale couvrant plus ou moins l'estran. Ça va nous permettre d'avoir un outil commun, en fait une carte archéologique mise à jour que tous les acteurs pourront se partager. Et son objectif, c'est d'avoir un catalogue de sites hiérarchisés avec deux critères. Le critère de vulnérabilité, c'est-à-dire est-ce que l'érosion et le risque de destruction est à très court terme, moyen ou long terme, qui nous permettra effectivement de pouvoir trier nos interventions et surtout en fait, d'intervenir en fonction d'un certain nombre d'intérêts ou de potentiels scientifiques qui est accordé au site. Et à moyen terme, l'idée, ça serait de créer des zonages on va dire, à enjeu, qui intègre le littoral en fait, dans le ressort de l'archéologie préventive, puisqu'on s'aperçoit que la plupart des communes littorales, par rapport aux aménagements qui ont été faits, vont probablement redévelopper toute une série d'opérations dites d'urbanisme sur les côtes, que ce soit des endiguements, des éléments rocheux, ou encore des renaturations qui nous permettront d'intervenir sur le terrain. Comme on ne peut pas forcément être partout, là, on a gardé un rôle de la société civile, effectivement, de tous nos veilleurs sur site. Et donc, nos services, que ce soit services de collectivité et services régionaux de l'archéologie, on a à cœur à animer un réseau de prospecteurs et de veille sur place, parce qu'effectivement, on bénéficie encore en Bretagne de tout ce réseau, qu'on anime via un futur projet Alerte 2 et aussi des journées. Et on s'inspire de plus en plus d'expérimentations et des observatoires travaillés par les acteurs de l'environnement. Donc finalement, le rôle joué par les collectivités aujourd'hui, celui que l'on pressent, c'est un maillon dans la chaîne opératoire, parce que vous aurez compris notre rôle essentiel dans le volet opérationnel, rôle que ne jouent pas les autres acteurs, une approche diachronique généralement. On arrive toujours à être relativement réactif, et puis on essaie dans nos services respectifs que cette politique soit une politique à part entière. Mais vous aurez compris que l'enjeu à notre niveau, c'est un enjeu opérationnel. Donc on a commencé effectivement à travailler, et là je vous ai mis le vocabulaire de sauvetage programmé, puisqu'aujourd'hui, en fait, sur ces opérations qui ne font pas partie de l'archéologie préventive ni de l'archéologie programmée, on voulait repartir un petit peu sur une dynamique qui avait connu quelque part le sauvetage programmé ou sauvetage d'urgence. On voulait sortir du non-cadre de la surveillance de travaux, parce qu'effectivement, on voulait un véritable cadre cette fois-ci, et on voulait sortir aussi du principe de la découverte fortuite. Donc on est parti sur une cogestion de cette thématique avec les services de l'État pour régulariser notre intervention.
Donc ce qu'on va expérimenter à partir de l'année prochaine, c'est ce format-là, qui est une autorisation de prospection thématique annuelle sur l'ensemble des communes du littoral, assortie de sondages. Comme ça nous permet en gros dans l'heure de pouvoir aller sur le terrain sans avoir à demander une autorisation formelle. On fera valider tous ces principes en CTRA, qui nous permettra de définir les modalités techniques, les contenus du rapport, pour que ça soit souple, mais aussi la gestion des BAM, parce que la gestion des BAM sur l'estran entre les parcelles et le domaine maritime, ce n'est pas toujours simple. En matière de financement, pour l'instant, on est sur un principe de subvention au prorata des interventions. Alors, tant qu'il y a encore 3 sous, voilà, c'est le principe. Ça va peut-être tenir 1 an, 2 ans, après on verra quel est le système. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on construit un barème que l'on pioche à la fois dans l'archéologie préventive et puis de ce que l'on pourrait faire et qu'on vous sans doute soumettra pour travail collectif. Donc les perspectives, c'est avant qu'on arrive à ce scénario, j'allais dire, séculaire, on a un petit peu de temps pour mettre en place, mais il faut quand même réagir. Et une chose est sûre, c'est que la légendaire ville 10, effectivement, ne ressurgira pas des flots, donc on n'ira pas chercher non plus l'Atlantide. Je vous remercie. Au revoir.